Vous êtes sur le point d'écouter le podcast Corps à corps avec le temps qu'il fait. Juillet, à quelques kilomètres d'Avignon. Le soleil jette ses rayons ardents sur ma peau brûlante et la chaleur m'assaillit rapidement. L'atmosphère moite transmet sa lourdeur à mon corps qui tente de se délester du poids du ciel en suant à grosses gouttes. Tous mes muscles sont relâchés comme ramolliers fondus sous l'effet de la fournaise estivale. Sidéré par l'astre solaire, chaque geste me demande alors un effort surhumain. Je me trouve au bord de l'apnée, osant à peine faire pénétrer à l'intérieur de moi l'air chaud ambiant. Pour échapper autant que possible à cette inertie qui m'envahit, je me déplace d'ombre en ombre dans une quête illusoire et irrépressible de fraîcheur. Je prends alors conscience que mes mouvements sont influencés par ceux du temps qu'il fait. Épisode 3. Au corps à corps, sous l'influence dynamique du temps qu'il fait. Avec la danseuse Camilla Mélanie et le chasseur d'orage Pierre-Paul Feit. Pris dans une course qui ne connaît pas de frontières, le temps qu'il fait est par essence mouvant. Le vent, mouvement à l'état pur, n'existe que par son déplacement. La lumière, elle, parcourt depuis le soleil des millions de kilomètres à une vitesse fulgurante pour nous parvenir. Pour ce qui est de la pluie, elle chute des nuages et dégouline soumise aux lois de la pesanteur. La pluie, le soleil et le vent déplacent donc sur leur passage de la matière et par leur élan participent à sculpter, composer et remuer le paysage. Dans la culture chinoise, pour désigner le paysage, on parle de vent-lumière. Cette perception du paysage par les flux qui s'y déploient explicite le rôle et la place des éléments atmosphériques dans notre environnement. Là où le paysage est souvent encore perçu comme décor, décorrélé de notre corps, j'invite dans cet épisode à nous y réincorporer, à nous émanciper de ces séparations théoriques fictionnelles entre le paysage et nous, entre l'être humain, le vivant et le non-vivant. Car les phénomènes météorologiques nous ébranlent nous aussi, nous qui sommes paysage, vent, lumière. De quelle manière le temps qu'il fait influence-t-il nos mouvements et réciproquement ? C'est donc dans une exploration proprioceptive de l'atmosphère dans laquelle je vous emmène. Tu peux l'apprendre de différentes façons. L'idée du vent, tu peux lutter contre, par exemple, et tu peux te laisser emporter. Ça peut te laisser tanguer d'une partie à l'autre. Au début, c'était vraiment une vraie aventure, même à niveau des sensations physiques, parce que comme je disais, on commence et on a plusieurs tableaux et plusieurs dynamiques dans le corps. Ça court de tous les côtés, ça tourne, il y a beaucoup de spirales, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de souffles, plein de ventilos qui soufflent souvent sur scène, la fumée et tout. Du coup, même notre corps, quand même, on respire tout ça et on le sent, on sent le froid quand on arrête de danser, qu'on est trempé de sueur et il y a le froid qui arrive par derrière. Du coup, vraiment, t'as l'impression d'être au milieu d'une tempête. Camilla Mélanie est danseuse sur le spectacle Zéphyr, chorégraphié par Mourad Merzouki pour le Vendée Globe en 2021. Sur scène, un groupe d'une dizaine de danseurs évolue, soumis au vent qui souffle et les déplace. Adepte de la danse en plein air, Camilla Mélanie me parle de l'influence du temps qu'il fait sur ses mouvements, qui donnent corps à ce qui par définition n'en a pas. Ces mouvements rendent tangible l'impalpable de l'air, de la lumière, de la fraîcheur et de la chaleur. Et souvent, en fait, sur une scène, on est aidé par la scène, on peut dire. Alors que dehors, tout peut arriver, en fait. Et ça, je l'ai expérimenté sur ma peau en faisant justement des spectacles de rue. Tu peux danser, et à un moment, il y a une pluie pas possible. Du coup, tu continues quand même danser. Tu dois vraiment t'adapter sur le moment. Et quand il y a, par exemple, cette pression de l'air, en sachant qu'il va arriver un orage, du coup, l'air est beaucoup plus dense. Je pense que vraiment, oui, ça peut influencer
vraiment la danse parce que ça influence l'état d'esprit surtout. Je danse sur la glace, ça glissait vraiment. Du coup, comment je dois faire moi pour ne pas tomber? Quels mouvements sont aptes sur un sol comme ça et du coup, ça n'est quoi en fait de ça? C'est quoi l'énergie? Qu'est-ce que je peux... C'est un défi en fait. Là, il y a un coucher de soleil, du coup, forcément, tu es emporté pour le moment. En Irlande, il y avait le vent, il y avait beaucoup de vent, et du coup, tu es au milieu de rien, et en fait, tu n'as rien à montrer en vrai, juste t'es toi-même. Je trouve ça très, très fort de comment vraiment la météo et les paysages surtout peuvent influencer le mouvement et l'état que tu as pour ensuite le transformer en mouvement. Entre lutte et abandon, notre corps à nu est mis à l'épreuve des temps. Les mouvements des éléments atmosphériques se propagent à nous dans une complicité tacite. Le corps se met tour à tour au diapason ou en opposition des flux du temps qu'il fait. C'est une conversation charnelle avec notre environnement qui semble alors s'établir. Le philosophe Jean-Philippe Pierron est l'auteur de l'essai « Pour une insurrection des sens, danser, chanter, jouer pour prendre soin du monde ». Il affirme que le geste est ce fait primitif par et dans lequel nous nous éveillons au monde et le monde à nous. Si tu bouges beaucoup sous le soleil, t'as chaud, t'as soif. Ça crée un mouvement justement qui vient d'un état de fatigue tout de suite en fait. T'as pas de transition. À partir du moment que tu arrêtes le mouvement, tu ressens les choses fois 1000. Alors que pendant que tu continues à bouger, à un moment le corps s'habitue et tu y penses plus. Tu lèves la tête et il y a forcément le soleil qui tape dans tes yeux. Tu es aveuglé pendant un moment ou sinon tu es obligé de te mettre dans une position pour ne pas que le soleil touche ton visage. Danser pieds nus par exemple, ou même si tu as une partie du corps qui est nue, en contact avec une superficie très chaude. Du coup, ça influence forcément et peut-être il faut que tu trouves des autres chemins et bien sûr tu peux pas voler mais ça t'amène à bouger plus pour ne pas être en contact avec la superficie. Mais le froid fait vraiment un changement à niveau de mouvement et surtout je trouve de souffle. Et avec, avec le mouvement, avec le sang qui circule plus vite, que tu es obligé de respirer plus profondément et plus vite, ça fait très très mal après de faire des grands efforts parce que l'air est tellement froid que ça te fait mal aux poumons. C'est très dur de danser en extérieur et même à l'intérieur. Parfois des théâtres qui n'ont pas forcément beaucoup de chauffage et c'est impossible de s'échauffer. Du coup, tu essayes de chauffer le corps le plus possible, tu t'arrêtes 2 minutes et t'as encore froid même pendant le spectacle. Et ça, je pense que quand même limite beaucoup les mouvements, même en dynamique, tu oses moins. Sous la chaleur, notre corps au ralenti économise ses efforts de mouvement pour éviter de trop transpirer. Et sous le froid, à l'inverse, on se frotte les mains, on marche vite, on évite de rester immobile trop longtemps pour ne pas propager la fraîcheur et tenter d'échauffer notre corps. Nous avons tous déjà remarqué cela. Chaque état atmosphérique nous transmet une impulsion différente. C'est un peu comme si les mouvements du temps trouvaient leur continuité en nous, que nous en étions l'extension. À l'inverse, comme me le raconte Camilla Melani, notre corps et ses mouvements induisent aussi des conséquences sur notre atmosphère proche. Dans ces cas-là, par exemple, dans la neige, forcément, bien sûr, ça laisse une trace, comme par exemple dans la sable. Et c'est drôle, on peut bien s'amuser en fait à faire plein de mouvements, pas forcément l'ange comme ça dans la neige, mais juste quand tu danses par exemple sur une superficie qui laisse des traces, qu'après tu regardes en fait le chemin qui ont parcouru tes pieds ou ton corps. Pareil, c'est quand même les traces d'une dynamique de corps. Là, ça m'a fait penser, même la recherche par exemple des costumes, comment tu bouges et comment du coup ton costume bouge avec toi. Et là, le mouvement en fait qui vient, il y a un petit délai entre ton mouvement et ce qui se passe et dans l'air par exemple et dans ton costume. En fait, tu lances un mouvement et il y a la suite après du costume qui suit, du coup la dynamique, du coup juste de couper l'air avec ta dynamique. Nous nageons en permanence dans l'air comme on nage dans l'eau, créant des courants aériens inconscients par le simple mouvement de nos corps. Par ailleurs, bien que nous nous laissions traverser par sa chaleur, notre corps fait rempart à la lumière.
Tout comme les nuages, nous sommes donc en quelque sorte créateurs et déplaceurs d'ombre. Nous transmettons ainsi continuellement, sans nous en rendre compte, la dynamique du chemin de nos corps à l'atmosphère. À une échelle encore plus rapprochée et inconsciente, notre souffle, ce mouvement vital, est lui aussi modificateur d'atmosphère. Dans son livre La vie des plantes pour une métaphysique du mélange, le philosophe Emanuele Coccia explique que respirer, c'est connaître le monde, le pénétrer et se faire pénétrer par lui, le traverser et devenir pour un instant avec ce même élan le lieu où le monde se fait expérience individuelle. Marielle Massé, historienne de la littérature et essayiste, extrait d'émission France Inter 2023. J'ai l'impression que respirer, c'est participer du monde, participer au monde. Le temps qu'il fait, l'air ambiant, on le fabrique. On le fabrique nous aussi tous. C'est pas seulement qu'on est à s'inquiéter de ce qu'on laisse rentrer, c'est aussi que tout à coup, on commence à percevoir que l'on fait l'atmosphère. Dans beaucoup de cas, c'est une très belle dépendance. Quand on se dit que l'oxygène dont on se nourrit, il nous vient de l'expiration des plantes. Prendre conscience de nos mises en mouvement mutuelles avec l'atmosphère demande parfois un intermédiaire. Il faut avoir la même vitesse du cerf-volant aussi bien quand on monte, quand on descend, quand on va à droite, à gauche. Tiens, on va faire une autre petite figure. Allez, on va garder dans les angles et les lignes droites. On va essayer. Alors, je sais que le pilote sait le faire. On va essayer de faire un petit escalier, soit en descente ou en montée, comme tu veux, Richard. Alors, un escalier, vous allez voir, Richard va décider des marches avec son cerf-volant. Regardez, la première marche, deuxième marche, troisième marche. Au championnat de France de cerf-volant acrobatique à Le Portel, j'observe la manière dont le corps est mis à l'épreuve de la force du vent. Le corps du cerf-voliste, soutenu par le vent, déplace son centre de gravité d'avant en arrière, soumis aux lois des masses d'air en mouvement. Le corps tout entier, relié au vent, soupèse son souffle. Qui manipule qui? Qui est le marionnettiste? Est-ce le vent? Est-ce le cerf-voliste? Sans doute un peu des deux. C'est une véritable interaction, un corps à corps aérien. Que ce soit par la pratique du cerf-volant pour le vent ou par les pratiques de glisse pour la neige, ce sont des moyens de faire corps par nos mouvements avec les éléments météorologiques et d'en ressentir toutes les qualités palpables. Vous montez un petit peu, et puis tout d'un coup, la montgolfière arrête de monter parce qu'il y a une couche d'air plus chaud au-dessus. Donc elle rebondit comme un ballon à gaz, elle rebondirait contre le plafond ici. Voilà, et ça, c'est un moyen extraordinaire d'investigation des subtilités aérologiques. Et ça, c'est un des éléments qui est au cœur de ma passion, c'est essayer de comprendre cet invisible, cette subtilité de comment ça bouge, comment ça s'équilibre. Et ça donne vraiment aussi une perception en 3 dimensions. Parce qu'on est des rampants, on est comme des crabes là au fond de la mer, on ne se rend pas compte de tout ce qui bouge au-dessus. Pierre-Paul Feit est chasseur d'orage à Cahors. Il m'explique en quoi consiste cette activité en phase avec les mouvements du ciel. Le terme chasseur d'orage est très répandu, il est connu même maintenant. Mais à une époque, c'était pas connu du tout. Et à l'origine, ça vient quand même des États-Unis. C'est une personne qui va être à la recherche d'orages, souvent sous prétexte photographique, parce que le plus important que l'appareil photo, il va y avoir l'être sensible qui assiste à ce déchaînement-là. Et donc, je pense que le terme chasseur d'orage est pétri par ce côté valorisant d'une action dynamique, déterminée et pleine d'acuité. Alors qu'en vérité, il y a beaucoup d'impondérables, beaucoup d'ignorance encore, même si on se croit très malin, il faut rester extrêmement humble. Pêcheur d'orage, c'est plus humble comme vision. Un point commun avec la pêche, c'est que le pêcheur, généralement, lance sa ligne dans des eaux qui sont obscures et il ne voit pas ce qui se passe en dessous. La rivière est un autre monde. Et nous, avec le ciel, c'est un peu pareil. On a l'impression que notre regard perce l'azur, mais dès qu'il y a des nuages, on est face à l'inconnu et on a une très médiocre perception de l'étagement des choses et de la profondeur du ciel. L'orage est pour lui le mobile, ce qui le met en mouvement, alimenté par la quête perpétuelle de la rencontre avec le ciel. Je pense qu'au cœur de la mise en mouvement, il y a l'impression que c'est un peu une nécessaire réponse à la richesse déployée par le monde, que ce serait une insulte de ne pas y aller. Courir après l'orage, tenter de le rattraper, Pierre-Paul Feit se déplace au rythme du temps qu'il fait, dans un impérieux besoin de prendre part au monde.
Ah, l'orage, il va à 60 km/h, si je vais par là, je peux l'intercepter dans 1 heure. Non, on sait qu'on n'a qu'un rayon d'action limité, qu'on ne peut pas aller aussi vite que lui, sauf à prendre l'autoroute, puisqu'on a la chance quand même d'avoir une autoroute qui passe ici. Après, être devant un endroit tranquille et voir la lente fermentation du ciel qui, on l'espère, va aboutir à quelque chose, et la transformation de la nature en dessous, parce que ça, j'en parle pas assez, mais il n'y a pas que l'orage. C'est un rapport entre l'orage et le monde proche autour de nous. Les insectes qui vont être énervés, l'odeur libérée par les premières gouttes de pluie sur le sol brûlant, ça c'est merveilleux, ça. L'acoustique qui change aussi, les lumières, les clairs-obscurs, contribuent à la richesse et à la plénitude de l'expérience orageuse. Du plus petit mouvement de notre respiration jusqu'aux trajectoires de notre corps tout entier, le temps qu'il fait nous ébranle intégralement. Et à l'inverse, chacun de nos mouvements participe à sculpter l'atmosphère. En nous rendant conscients de cette interaction, il me semble que nous saisissons davantage la façon dont nous prenons part au monde. J'entrevois ici une vision du paysage qui mobilise et devient milieu. Dans son élément, notre corps est habité par l'atmosphère. Je comprends alors que les phénomènes nous traversent et nous constituent, mettant au jour la transparence de nos corps. Le paysage vent-lumière devient un lieu d'échange où se tisse une relation intime à l'atmosphère. Notre corps est alors bien plus vaste, il ne se limite plus à notre peau tant il est pris dans une porosité unifiante au monde. Il m'est alors indéniable que nous faisons corps avec l'atmosphère, révélant notre grande vulnérabilité au temps qu'il fait. Au du chasseur d'orage, on a un ciel très menaçant, un personnage qui n'est pas tourné vers le ciel du tout, qui a l'air d'être dans une sorte de prostration. Mine de rien, c'est quand même des situations qu'on connaît bien. Je pense que je me mettrais tranquillement au soleil. Alors là, on a un terme très recherché pour ça, c'est ce qu'on appelle les flops. Le flop, c'est quand il y a un truc, une super situation qui est prévue. Juste avec des bras, peut-être. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur les effets du temps, aussi bien sur notre forme physique que psychique. Vous venez d'écouter l'épisode 3 du podcast Corps à corps avec le temps qu'il fait, produit à l'ENSI Les Ateliers par Marie Lestanguet.